Question, ce sera pour tout à l'heure à la fin du panel. Alors nous passons maintenant à Maître Richard Langelier, qui est docteur en droit et co-auteur du règlement dit de Saint-Boniface-Gaspé et qui va nous parler de la perspective municipale dans cette problématique environnementale. Est-ce que c'est un outil pour les citoyens, les pouvoirs municipaux? Alors, bonjour tout le monde. D'abord, je suis de Saint-Bonaventure et non de Saint-Boniface. En fait, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'expérience qui se passe autour de Gaspé. Ça a d'abord un historique. Cet historique-là, c'est l'élaboration d'un règlement pour protéger les sources d'eau dans le contexte de la lutte contre les gaz de schiste. À Saint-Bonaventure, il y a un comité de vigilance qui était préoccupé de ces questions-là et qui avait fait des démarches auprès de la municipalité afin d'obtenir un règlement contre les gaz de schiste. Et effectivement, dans plusieurs municipalités, il y avait des moratoires qui avaient été adoptés, mais sur le plan juridique, ça présente évidemment des difficultés puisque une municipalité parle d'abord par sa réglementation. Alors, quand le comité de Saint-Bonaventure et le maire m'ont approché en juin 2011, moi, je ne suis pas un spécialiste du droit municipal, je suis un spécialiste de la liberté d'expression et de la vie privée. Alors, c'était quelque chose d'un peu étonnant pour moi. J'avais travaillé cependant dans quelques dossiers en matière de fusion-diffusion et je suis un des auteurs du rapport de la commission Nicolette sur le Grand Verglas de 1998. Alors, j'avais donc déjà abordé ces questions-là, mais j'avais des collègues et des amis avec qui j'ai travaillé pendant 3 mois à élaborer un règlement. Alors, il y avait Maître Jean Etu, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il y avait Maître Jean-François Girard, qui est biologiste et spécialiste de l'environnement et il travaille aussi dans un grand cabinet d'avocats qui fait du droit municipal. Et il y avait Mme Céline Marié, qui est ici présente, qui est biologiste, professeure retraitée au Cégep de Drummondville. Alors, on a travaillé comme ça pendant 3 mois à élaborer le règlement et on avait deux exigences fondamentales. La première, c'est qu'il fallait que chaque disposition qui apparaisse dans le règlement, on puisse trouver des dispositions législatives qui autorisaient les municipalités à agir parce que les municipalités c'est une législation déléguée. Il faut donc pouvoir retrouver dans les législations municipales des dispositions qui nous autorisent à agir. Donc, il fallait avoir des éléments avérés sur lesquels on pouvait s'appuyer solidement. Deuxième critère, c'est qu'il fallait que ça ait été testé, c'est-à-dire que les tribunaux supérieurs, la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada, aient validé la capacité des municipalités d'agir. Alors, on est parti avec ça, donc on a travaillé pendant 3 mois, plusieurs versions, et c'est devenu le règlement dit de Saint-Bonaventure, du nom de la première municipalité qui l'a adopté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce règlement-là? Essentiellement, il y a 2 choses. D'abord, une interdiction d'introduire dans le sol ou de permettre que soient introduits dans le sol des substances susceptibles d'amener une pollution de nos sources d'eau, et ça dans un rayon qui varie en fonction du nombre de résidents qui sont approvisionnés par la source d'eau, c'est-à-dire 2 km lorsque ce sont des puits artésiens ou de surface individuels, parce qu'il faut savoir que l'approvisionnement en eau dans les municipalités québécoises, c'est quelque chose d'infiniment complexe. On a l'impression qu'on rouvre le robinet et ça y est, mais il faut voir que certaines municipalités n'ont que des puits artésiens de surface des citoyens, d'autres ont des puits collectifs, puits municipaux, approvisionnant plus de 20 personnes, et d'autres puisent leur eau en surface dans un cours d'eau, dans une rivière ou dans un lac. Alors donc, la distance séparatrice qui est établie varie en fonction du nombre de personnes. Premier volet. Deuxième volet, une fois que à l'extérieur de cette zone-là, oui, on peut faire du développement, à condition de rencontrer un certain nombre de conditions. Il faut d'abord avoir un permis municipal à cette fin. Pour avoir ce permis-là, il faut déposer des arts, il faut déposer un montant de 1 000 $ pour permettre à la municipalité d'évaluer la demande. Il faut déposer une sûreté de 500 000 $, advenant qu'il y ait des déversements ou des incidents écologiques. Il faut que la municipalité ait en main des instruments pour pas que ce soit les citoyens qui doivent assumer cela. Il faut qu'un hydrogéologue atteste que les travaux envisagés ne sont pas susceptibles de compromettre l'aquifère. Il faut encore que la personne, le titulaire ou la personne qui réclame un permis fasse faire à ses frais
un certain nombre de tests sur l'eau, de sorte que s'il arrive des inconvénients par la suite, qu'on puisse établir la responsabilité. Alors voilà en gros la structure de base du règlement dit de Saint-Bonaventure. Alors, on a donc adopté ça dans cette municipalité-là qui est en banlieue de Drummondville, et évidemment, par les circuits normaux qui lient les élus municipaux entre eux, d'autres municipalités ont commencé à adopter le même règlement. Et puis, plusieurs municipalités là, allaient de l'avant et tout ça. Et le 28 décembre 2011, entre Noël et le jour de l'an, l'ancien gouvernement a publié un projet de règlement sur la captation des eaux et leur protection. Alors, on a fait l'analyse de ce règlement-là pour se rendre compte qu'il visait essentiellement 3 cibles, c'est-à-dire les capteurs d'eau, la pollution pouvant résulter des résidences isolées qui doivent avoir des champs d'épuration ou des fosses septiques, et la pollution qui résulte des activités agricoles. Donc, rien en ce qui concerne les minières, les pétrolières, les gazières. Alors, quand on a présenté cette analyse-là aux 18 maires, mairesses de la MRC de Drummond le 23 janvier 2012, les maires nous ont dit « On est d'accord avec votre règlement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de tenter d'amender le projet de règlement provincial de façon à couvrir l'ensemble du territoire québécois? » Alors, on a trouvé que c'était effectivement une bonne idée. En catastrophe, parce qu'on avait seulement 60 jours pour présenter des amendements avant que le gouvernement puisse promulguer son projet de règlement, puisse en faire un instrument juridique en fonction. Alors donc, en peu de temps, on a réussi à réunir un colloque d'experts, biologistes, chimistes, agronomes, physiciens, géologues, qui sont venus discuter avec 45 élus municipaux qui provenaient de plusieurs municipalités. Et sur la base de ces discussions-là, avec les interventions des élus municipaux, on a par la suite formulé sous une forme juridique, notre petit collectif, là, on a formulé sous une forme juridique les amendements qui étaient souhaités au projet de règlement provincial, à l'accompagnant d'une déclaration des élus souhaitant que le ministre tienne compte de ces amendements-là. Alors, on a envoyé ça dans une centaine de municipalités, mais rapidement, par toujours le téléphone arabe, ça s'est connu à l'extérieur. Et en moins de 10 jours, on a reçu la signature de 185 maires, mairesses, conseillères et conseillers provenant de 57 municipalités et de 23 MRC qui appuyaient la démarche qu'on avait mise de l'avant. Alors, donc, on attendait. Maintenant, on s'est dit, bon, voilà, on va envoyer ça. Alors, on a remis ça dans un immense document de 300 pages avec les avis des experts et on a envoyé ça au ministre du Développement durable et de l'Environnement ainsi qu'au ministre des Affaires municipales. Alors, on a reçu un accusé de réception poli du ministre de l'Environnement et on n'a reçu rien du tout du ministre des Affaires municipales. Il faut croire que ça ne l'intéressait pas vraiment de savoir ce qui se passait dans les municipalités. Alors, donc, on attendait, il ne s'est rien passé. En conséquence, on s'est dit, bien, il faut marcher sur nos 2 jambes. C'est-à-dire que, ou alors le gouvernement adopte le projet de règlement, les amendements au projet de règlement qu'on a soumis, ou alors il faut petit à petit construire une chaîne de solidarité entre nos élus, entre nos municipalités, entre nos communautés locales, de façon à ce qu'on puisse protéger le territoire. Parce qu'effectivement, la seule façon dont les experts nous avaient parlé de protéger adéquatement l'ensemble de notre territoire au niveau des sources d'eau, c'était de couvrir l'ensemble d'un bassin versant. Mais couvrir l'ensemble d'un bassin versant, on va très au-delà des compétences territoriales d'une municipalité. Alors donc, le seul élément qui nous reste, c'était effectivement de construire cette chaîne de solidarité municipale. Alors, actuellement, au Québec, il y a 52 municipalités qui ont adopté le règlement dit de Saint-Bonaventure. Il y en a une vingtaine d'autres qui sont sur le point de le faire. Et en parallèle, on travaille avec le ministère. Présentement, on a reconstitué un petit collectif scientifique de façon à ce qu'on tente encore de rencontrer le ministre, de lui soumettre le fait qu'il faut protéger l'ensemble des territoires québécois, l'ensemble de nos sources d'eau, et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, donc, dans le sens d'obtenir que l'ensemble de notre territoire soit véritablement protégé. Alors, en gros, c'est la démarche qui est en cours actuellement. La lutte de Gaspé est une lutte très importante. On nous a dit, on nous a répété qu'on était sorti des compétences municipales. Pourtant, personne n'ose aller devant les tribunaux parce que nous, on est convaincus
qu'on est resté exactement dans le cadre des compétences. Je vais vous donner un exemple immédiat pour que vous saisissiez bien l'espèce de corridor à l'intérieur duquel on devait constamment se situer. Dans le règlement, les amendes prévues en cas d'infraction sont de 1 000 et de 2 000 de 1 000 pour un individu, 2 000 pour une société, et ça peut être doublé. Alors, les gens nous ont dit, mais vous êtes fous, 1 000 ou 2 000 les minières ou les gazières vont s'en foutre complètement. Oui, mais l'article 355 du Code municipal interdit aux municipalités d'imposer des sanctions plus sévères. Alors, on est vraiment au cœur de cette juridiction municipale et il faut l'utiliser. Cette juridiction-là, elle existe. Évidemment, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a l'article 246 qui donne préséance à la loi sur les mines sur l'aménagement du territoire. Mais le règlement dit Saint-Bonaventure, ce n'est pas un règlement qui concerne un des éléments juridiques prévus dans l'article 246 de la loi. Ce n'est pas un règlement de zonage, ce n'est pas un règlement de lotissement, ce n'est pas un schéma d'aménagement, c'est un règlement qui protège essentiellement l'eau et les municipalités ont compétence pour protéger leur eau. Il suffit qu'elles le veulent bien. Je vais vous donner, en terminant, un exemple de ça. La Ville de Québec puise son eau dans le lac Saint-Charles et il y avait des citoyens qui avaient commencé à aménager les berges. Puis évidemment, on s'est retrouvé avec des algues bleues, des cyanobactéries. Alors donc, la Ville a adopté un règlement qui interdit aux citoyens non seulement d'aménager les berges, mais qui exige que les berges soient remis en état naturel. Alors évidemment, il y a des citoyens qui étaient très mécontents, qui ont levé les bras au ciel en disant « Qu'est-ce que c'est? C'est une expropriation déguisée, on n'est plus chez nous. » Alors, c'est allé à la Cour supérieure qui a validé la compétence de la municipalité de protéger sa source d'eau. C'est allé à la Cour d'appel qui a confirmé. Et il y a quelques mois, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre la cause. Donc, ça vous donne un exemple de ce deuxième critère qu'on avait quand on a élaboré le règlement, c'est-à-dire qu'il fallait que non seulement que ce soit avéré, mais que ce soit également testé. Alors, il y a une marge de manœuvre, elle est étroite. Et c'est certain que, comme il s'agit d'une législation déléguée, il faut obtenir des autorisations législatives pour aller dans ce sens-là. Mais cette compétence existe. Il suffit que les élus veulent bien le faire. Alors, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on est en train, les municipalités qui ont adopté le règlement, souvent ce sont des petites communautés avec peu de moyens et évidemment, s'il y avait des contestations du règlement, ça risquerait fort d'obérer leurs finances. Alors, pour éviter cet impact-là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de construire un fonds municipal de défense du règlement dit de Saint-Bonaventure, basé sur une contribution des citoyens à la hauteur de 1 $ par citoyen par municipalité. Et on pense qu'avec ça, avec l'appui bénévole de plusieurs experts qui sont prêts à travailler avec nous, advenant qu'il y a des contestations, on pense qu'on est capable d'aller de l'avant et de faire en sorte que l'eau potable de nos municipalités soit protégée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Langelier. Une perspective citoyenne très concrète. Et on va poursuivre sur une autre perspective citoyenne. Et ça va être présenté cette fois sous forme d'un vidéo. C'est un vidéo qui est présenté par le regroupement citoyen pour la sauvegarde de la Grande Baie de cette île et qui donc nous expose une perspective citoyenne sur les impacts cumulatifs et notamment sur la santé, dans le cadre de développement industriel multiple. Alors, c'est une vidéo.